Ma famille toxique a tenté de me forcer à vivre dans leur sous-sol, et à nettoyer leurs toilettes pour une misère, parce qu'ils pensaient que j'étais une ratée sans le sou, mais ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils essayaient, en réalité, d'asservir une milliardaire secrète. Vous savez ce qui est vraiment pathétique, avec ma famille? Ils croient sincèrement que je suis une opératrice téléphonique fauchée, croulant sous les dettes. Quand ma sœur m'a proposé un travail pour nettoyer son sous-sol, je ne me suis pas mise en colère. J'ai simplement souri. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils essayaient d'asservir la fondatrice d'un empire de 2,7 milliards de dollars. Dans exactement 48 heures, leur arrogance leur coûtera tout, et c'est moi qui tiendrai l'allumette. Bonjour à tous, et merci beaucoup de regarder Maya Revenge Stories aujourd'hui. Malheureusement, YouTube a complètement désactivé notre fonctionnalité de monétisation, ce qui nous laisse sans le budget nécessaire pour faire fonctionner la chaîne comme d'habitude. Si vous êtes captivé par l'histoire d'aujourd'hui, s'il vous plaît, pensez à soutenir notre travail en rejoignant la communauté Patreon de Maya Revenge Stories, où vous débloquerez l'accès à des histoires vraies encore plus captivantes, prolongées et incroyablement détaillées. Avec la participation de plusieurs doubleurs talentueux, que nous ne pouvons tout simplement pas publier ici, sur YouTube. Vous pouvez devenir contributeur dès maintenant, en scannant le code QR affiché sur votre écran, ou en cliquant sur le lien direct dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. À présent, commençons le voyage d'aujourd'hui avec une femme de 32 ans, nommée Allison Washington. Le sang est censé être plus épais que l'eau, mais, dans ma famille, le sang n'est qu'une autre monnaie qu'ils utilisent pour acheter leur propre vanité. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents et ma jeune sœur m'ont toujours regardé non pas comme une personne, mais comme un avertissement. Pour eux, je suis la déception ultime. Ils sont absolument certains que je croule sous les dettes de carte de crédit, vivant d'un chèque de paie à l'autre, comme une misérable opératrice de service client pour une usine de recyclage de déchets électroniques en ruine. Ils adorent ce scénario. Cela les fait se sentir supérieurs. Je n'ai jamais pris la peine de les corriger. La vérité est une chose qu'ils ne pourraient pas comprendre, et encore moins gérer. Derrière la façade, soigneusement construite de mon prétendu échec, je suis la fondatrice unique, et la directrice générale secrète, d'Ora Grid System. Au cours de la dernière décennie, j'ai bâti un empire de technologie de l'énergie verte, et d'infrastructures de données de 2,7 milliards de dollars, qui dominent toute la côte ouest. J'ai des sénateurs sur mon cadran d'appel rapide, et des investisseurs mondiaux qui supplient pour obtenir une réunion de 5 minutes. Mais pour ma mère, Eleanor, je ne suis qu'une tache sur le portrait de famille. L'invitation est privée, arrivée par un appel téléphonique d'un froid prévisible, tôt un mardi matin. Eleanor n'a pas appelé pour me demander comment j'allais. Elle a appelé pour lancer une convocation. Allison, ta présence est requise chez Vanessa ce vendredi soir, m'a ordonné ma mère, la voix ruisselante de ce dédain glacial. Si familier. C'est un dîner de célébration. Vanessa et Marcus sont sur le point d'obtenir un investissement massif pour leur projet de complexe écologique. Greenhaven. Porte quelque chose de présentable, pour une fois dans ta vie. Ne nous affiche pas. Vanessa est ma jeune sœur, l'enfant prodige qui ne peut rien faire de mal. Il y a 1 an, elle a épousé Marcus, un commissaire à l'urbanisme. Excessivement ambitieux, et douloureusement arrogant. Ensemble, ils formaient le couple d'influence parfait, du moins dans leur propre esprit. Ils organisaient cette fête somptueuse pour se vanter de Greenhaven, un prétendu sanctuaire écologique qui était sur le point de leur rapporter des millions. Sachant exactement à qui j'avais affaire, j'ai fait un choix délibéré pour la soirée. J'aurais pu arriver dans ma berline de luxe avec chauffeur, vêtu d'une robe de créateur faite sur mesure. Au lieu de cela, j'ai conduit ma voiture compacte de 12 ans,
cabossé et rayé. Je suis allé dans une friperie locale. Et j'ai acheté le costume en polyester gris le moins cher, et le plus mal ajusté, que j'ai pu trouver pour 18 $. Je voulais le voir. Je voulais mesurer exactement à quel point leur cupidité, leur arrogance, et leur mépris pour moi étaient profonds. J'avais besoin d'eux. Savoir s'il restait ne serait-ce qu'une once d'humanité en eux, avant de finaliser le piège que j'étais déjà en train de tendre. Dès l'instant où je me suis garé devant le vaste manoir de banlieue de plusieurs millions de $. De Vanessa et Marcus, le ton a été donné. Le voiturier a regardé ma voiture rouillée avec un dégoût pur, avant de prendre les clés à contre-cœur. J'ai monté les marches de marbre, prenant une profonde inspiration, avant de pousser les lourdes portes en chêne. Le hall principal scintillait de lustres en cristal, de champagne coûteux, et de politiciens locaux. Dès l'instant où j'ai fait un pas dans la lumière, la pièce a semblé subir un changement subtil. J'ai immédiatement capté les regards faux, pleins de pitié, qui se dirigeaient vers moi. Eleanor m'a repéré la première. Elle a fermé les yeux une brève seconde, poussant un lourd soupir de déception théâtrale, avant de s'avancer pour me fourrer un verre de vin bon marché dans la main. Je t'avais dit de porter quelque chose de présentable, Allison, a-t-elle sifflé entre ses dents, en me serrant fermement le bras. Reste à l'arrière-plan. Laisse ta sœur vivre son moment. Vanessa s'est approchée, glissant dans une superbe robe de soirée. En soie, un énorme diamant captant la lumière à son doigt. Elle m'a entouré d'eux. Ses bras dans une étreinte étouffante, hautement chorégraphiée, pour le plus grand plaisir de ces riches invités qui nous regardaient. Oh, Allison, je suis tellement contente que tu aies pu te payer l'essence pour venir jusqu'ici, a annoncé Vanessa à voix haute, s'assurant qu'au moins une demi-douzaine d'investisseurs potentiels l'entendent. Marcus se tenait juste derrière elle, faisant tourner son scotch coûteux avec un sourire narquois, presque prédateur. À cet instant précis, en regardant l'heure visage parfaitement soigné, la réalité de la situation m'a envahi. Je n'étais pas invité dans ce manoir pour partager leur joie. Je n'étais pas une invitée. J'étais un accessoire de scène. J'avais été convoqué ici pour jouer le rôle du bouc émissaire pathétique et appauvri, afin que la brillante et prospère Vanessa puisse briller encore plus par comparaison. Il voulait que toute la salle voie le contraste saisissant entre l'enfant chéri fortuné, et la sœur qui était un échec misérable. J'ai pris une gorgée de vin amer, gardant mon visage parfaitement impassible. J'ai souri doucement à Vanessa, absorbant chaque once de leur moquerie toxique. Ils pensaient qu'ils étaient les prédateurs, jouant avec une souris impuissante. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'inviter un léviathan dans leur maison de verre, et le verre commençait déjà à se fissurer. Le tintement des verres en cristal s'est estompé, à mesure que les derniers investisseurs fortunés et politiciens locaux s'éloignaient du manoir en voiture. Le dîner de célébration extravagant était terminé, mais le véritable événement principal de la soirée ne faisait que commencer. Les lourdes portes en chêne sont finalement refermées, bloquant l'air humide de la nuit. Mon père, Richard, a desserré sa cravate en soie, et a pointé un doigt rigide vers le centre du salon en contrebas. Allison, assieds-toi sur le canapé. Nous n'avons pas fini. Ici, a-t-il ordonné, sa voix étant dépourvue de toute chaleur paternelle. Je me suis approché, et je me suis assise sur le bord du canapé en cuir blanc, en gardant mes mains sagement croisées sur mes genoux. Eleanor, Vanessa, et Marcus se sont installés dans les fauteuils en face de moi, formant un front uni de jugement. L'atmosphère dans la pièce s'est immédiatement épaissie, devenant étouffante et oppressive. Richard a plongé la main dans sa mallette en cuir, et en a sorti un dossier épais, relié par un professionnel. Il l'a jeté sur la table basse en verre, avec un claquement fort et dédaigneux. J'ai baissé les yeux. Imprimé sur la couverture, en lettres grasses et noires, se trouvait le titre « Plan de
Rectification de vie. Nous avons décidé qu'il était temps de faire une intervention bienveillante, a annoncé mon père, bien qu'il n'y ait absolument rien de bienveillant dans le regard noir qu'il me lançait. Tu as 32 ans. Allison. Tu n'as pas de carrière, pas d'actifs, et tu croules sous les dettes. C'est une humiliation pour le nom de cette famille. Avant même que je ne puisse assimiler l'audace de ce dossier, Marcus a fait un pas en avant. Il a croisé ses mains derrière son dos, adoptant exactement la posture condescendante qu'il utilisait lors de ses campagnes pour le conseil municipal. Soyons tout à fait honnêtes, Allison, a sermonné Marcus, en me regardant de haut. La société est fermement divisée en deux catégories de personnes. Il y a les visionnaires, qui construisent l'avenir, et il y a les fardeaux, qui le pèsent vers le bas. En ce moment, tu es un fardeau. Tu es un gouffre pour l'économie, et une source constante d'anxiété pour tes parents. Mas, parce que Vanessa a un cœur si généreux, nous avons décidé de t'intégrer dans un environnement productif. Vanessa s'est penchée en avant, un sourire d'une douceur écœurante étirant son visage parfaitement sculpté. Elle a glissé un deuxième document de dessous le dossier, et l'a poussé vers moi sur la table. En vert. C'était un contrat de travail. Nous te tendons une bouée de sauvetage, ma sœur, a dit Vanessa, en tapotant son ongle manucuré contre la ligne de signature. Marcus et moi avons convenu de te laisser emménager dans le sous-sol non aménagé de cette maison. Tu feras office d'assistante personnelle, tu t'occuperas du ménage quotidien de notre propriété, et tu prendras en charge les tâches de nettoyage au nouveau bureau secondaire de Greenhaven. Nous te paierons un taux fixe de $12 de l'heure. Évidemment, il n'y a aucune couverture santé, et aucun congé payé. Mais, compte tenu de ton absence totale de qualification, c'est un miracle que nous t'offrions autant. J'ai fixé le document. Il ne me proposait pas un emploi. Il me tendait un contrat d'esclavage, enveloppé sous l'apparence d'une charité familiale. Et il y a encore une chose, est intervenu Richard, son ton passant soudainement de l'autoritaire au calculateur. Il a sorti une troisième feuille de papier, un formulaire juridique standard. Ta tante Béatrice t'a laissé cette parcelle de terre inutile, et stérile, près de la limite du comté avant de mourir. Elle ne vaut absolument rien, et les impôts fonciers ne font que t'enfoncer davantage dans la pauvreté. Nous allons t'aider à la liquider. C'est une procuration inconditionnelle. Tu la signes, et Marcus transférera le titre de propriété à une société holding, pour rembourser tes prétendues dettes de carte de crédit. C'est pour ton propre bien. Toute la pièce est devenue complètement silencieuse. Mon cœur a battu d'un coup lent, régulier, et très froid. Soudain, toute cette mise en scène théâtrale a pris un sens parfait. Il ne se souciait pas de mes conditions de vie. Il ne se souciait pas de réformer ma vie. Cette intervention était un piège élaboré, et dégoûtant, conçu pour voler mon héritage. Je savais que cette parcelle de terre stérile, que ma tante m'avait laissée, n'était pas sans valeur. Grâce aux données de cartographie géologique avancées, traitées par mes propres serveurs chez Oragrid, je savais que ma petite parcelle de terrain se trouvait directement au-dessus de la seule nappe phréatique stable de toute la vallée. Sans ce terrain spécifique, le gigantesque complexe écologique de Greenhaven n'obtiendrait jamais les permis environnementaux nécessaires pour commencer les travaux. Sans droit d'eau, leur projet de plusieurs millions de dollars était complètement mort-né. Ils avaient besoin de ma terre, et ils pensaient que j'étais assez stupide pour la leur céder gratuitement, tout en récurant leurs toilettes. Si tu refuses de signer cela, a prévenu Eleanor, sa voix tranchante comme un rasoir, nous te couperons complètement les ponts. Plus de fêtes de famille. Plus aucun contact. Nous ne te regarderons plus te détruire ainsi. Ils me menaçaient de me renier, pour une parcelle de terre qu'ils avaient l'intention de me voler. La toxicité pure de leur manipulation flottait dans l'air, épaisse
Et fétide. Une personne normale aurait pleuré. Une personne normale aurait hurlé, déchiré les papiers, et se serait enfuie de la maison en tempêtant. Mais je ne suis pas une personne normale, et je ne réagis pas aux menaces. Je l'ai détruit. J'ai gardé mon expression d'un calme terrifiant, un masque neutre qui ne laissait absolument rien paraître. J'ai tendu la main, et j'ai soigneusement empilé les contrats, avant de les poser sur mes genoux. C'est beaucoup de choses à assimiler, ai-je dit, d'une voix douce et mesurée. J'apprécie cette intervention. Cependant, je ne signe jamais de documents juridiques sans les avoir lus d'abord. Donnez-moi exactement 48 heures pour examiner les termes. Vanessa a levé les yeux au ciel, grognant de frustration. Mais Marcus a posé une main rassurante sur son épaule, en lui adressant un sourire complice. Il pensait avoir déjà gagné. Il pensait qu'une opératrice téléphonique désespérée, et fauchée, essayait simplement de sauver une minuscule miette de dignité, avant de se rendre inévitablement. Très bien, a accepté Marcus, en consultant sa montre en or coûteuse. Tu as exactement 48 heures, Allison. Après cela, l'offre expire, et tu te débrouilles seul. Je me suis levé, serrant les papiers contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage, jouant le rôle pathétique qu'ils exigeaient de moi jusqu'à la toute dernière seconde. Je suis sorti de leur manoir immaculé, et je suis remonté dans ma voiture délabrée. Alors que je tournais la clé dans le contact. Mes mains ne tremblaient ni de tristesse, ni de peur. J'ai souri, d'un sourire sincère et froid, dans l'obscurité. Il voulait ma terre, et il voulait mon obéissance. Au lieu de cela, il venait de me donner 48 heures pour tisser une toile inéluctable, qui allait réduire leur monde en miettes. Je venais tout juste de tourner la clé de contact, dans ma voiture rouillée. Quand l'air glacial de la nuit a traversé ma fine blouse. Je me suis soudain rendu compte que mon manteau de friperie bon marché était resté suspendu, dans le placard des invités, près du couloir arrière du manoir. Le laisser là-bas leur donnerait une autre excuse pour se moquer de ma prétendue pauvreté, la prochaine fois qu'ils me verraient. J'ai coupé le moteur, et je me suis glissé silencieusement en arrière, passant par les lourdes portes en chêne que le voiturier avait négligemment laissé déverrouiller pendant le nettoyage. Le grand hall principal était complètement vide. Les traiteurs engagés s'étaient retirés dans la cuisine, pour emballer leur matériel. Alors que je marchais sur la pointe des pieds dans le couloir sombre, un filet de lumière jaune a coupé net le parquet, provenant de l'entrebâillement de la porte du bureau privé de Marcus. J'ai tendu la main vers la poignée en laiton, avec l'intention de simplement prendre mon manteau dans la pièce adjacente, et de partir. Mais une voix tremblante, paniquée, a figé ma main en plein vol. C'était Vanessa. Es-tu complètement fou? Marcus, nous ne pouvons absolument pas soumettre ces rapports à Aura Grid System, a sifflé Vanessa. C'est pas lourd, arpentait frénétiquement le tapis de long en large. Les évaluations environnementales sont totalement fabriquées. Chaque mesure concernant la stabilité du sol, et le ruissellement toxique, est un mensonge. Baisse d'un ton, a répliqué Marcus. D'un ton sec, son personnage de politicien arrogant et fluide étant complètement brisé par le désespoir. Nous avons besoin d'Aura Grid. Si nous ne parvenons pas à obtenir un partenariat avec un géant de la technologie de 2,7 milliards de dollars, le Conseil fédéral d'investissement retirera notre financement d'ici lundi matin. Le nom de leur marque est la seule chose qui donne de la légitimité à notre projet. Et qu'est-ce qui se passera quand leur équipe de gestion des risques lira réellement les données brutes? S'est écriée Vanessa, la voix brisée par une terreur pure. S'ils effectuent leur propre audit indépendant, et s'ils découvrent les niveaux de toxicité de la nappe phréatique, nous ne ferons pas que faire faillite. Escroquer un fonds d'investissement public est un crime fédéral.
Nous irons tous les deux en prison fédérale pour 20 ans. Ils ne regarderont pas de si près, a grogné Marcus, qui semblait plus délirant que confiant. Oragrid est bien trop gigantesque pour micro-gérer un complexe écologique de banlieue. Nous avons juste besoin de leur sceau d'approbation sur le contrat. Une fois qu'ils auront signé, l'argent fédéral sera débloqué, et nous pourrons régler discrètement les problèmes de sol plus tard. Je suis resté parfaitement immobile, dans l'ombre du couloir. L'ampleur même de leur stupidité était à couper le souffle. Ils prévoyaient d'utiliser ma propre entreprise comme un bouclier sacrificiel, pour couvrir leur fraude criminelle. Je n'ai même pas pris la peine de récupérer mon manteau. Je me suis retourné. Et je me suis glissé à nouveau dehors, dans la nuit, comme un fantôme. 45 minutes plus tard, je suis entré dans la salle des serveurs souterraines. Hautement sécurisée, située sous ma véritable résidence, une forteresse de béton brutaliste, surplombant l'océan. J'ai contourné les scanners rétiniens biométriques, et je me suis assise devant le terminal principal. La façade pathétique et soumise avait disparu. J'étais désormais dans mon domaine. J'ai activé la plateforme interne d'intelligence des données d'Oragrid, libérant un algorithme exclusif, conçu pour traquer l'espionnage industriel, et retracer les réseaux financiers offshore. J'ai tapé le nom complet de Marcus dans l'invite de commande, puis j'ai appuyé sur Entrée. Le mur massif de moniteurs a illuminé la pièce sombre, avec des flux en cascade de données brutes. J'ai ordonné au système d'extraire tous les dossiers financiers, publics et privés, liés au projet Greenhaven. En moins de 10 minutes, la machine avait cartographié un réseau de corruption vertigineux, composé de sociétés écrans, de faux entrepreneurs, et d'inspecteurs municipaux corrompus. Marcus perdait énormément d'argent, et Greenhaven n'était rien d'autre qu'une coquille vide, conçue pour détourner des subventions fédérales. Mais, c'est l'analyse de fonds secondaires qui a glacé mon sang. Le système a signalé un brevet enregistré sous le nom de Vanessa, qui était le fondement même de sa nouvelle réputation de génie des technologies vertes. J'ai ouvert le fichier crypté. C'était un algorithme d'analyse des eaux souterraines. Très avancé, prétendument développé par Vanessa il y a 6 mois. Mes yeux ont parcouru les lignes de code. Chaque boucle élégante, chaque requête méticuleusement structurée, c'était indéniable. J'avais passé d'innombrables nuits blanches, dans ma chambre universitaire étroite, à perfectionner cette logique. C'était mon projet de fin d'études, une méthode révolutionnaire pour prédire les schémas d'écoulement des eaux souterraines. J'avais stocké le code source originale sur un vieux disque dur externe, que j'avais accidentellement laissé dans le grenier de la maison de mes parents lors de mon déménagement. J'ai creusé plus profondément dans la base de données fédérale, extrayant les registres notariés de la demande de brevet. Là, au bas de l'écran brillant, se trouvaient les signatures numérisées de Richard et Eleanor Washington. Mes parents avaient activement servi de témoins légaux. Ils avaient aidé Marcus à falsifier les dates de développement, à contourner les contrôles de propriété intellectuelle, et à voler le travail de ma vie, tout cela pour l'épingler sur le CV de Vanessa. Ils ne me considéraient pas seulement comme une ratée. Ils me considéraient comme une ressource à exploiter. Ma propre mère, et mon propre père, avaient orchestré un vol avec préméditation, effaçant mon nom de ma propre propriété intellectuelle pour que Vanessa puisse parader dans la haute société. En tant que brillante innovatrice. Toute trace restante d'obligation familiale que j'aurais pu ressentir, s'est évaporée dans cette salle de serveur froide. Stérile. Je n'avais plus affaire à des parents agaçants et arrogants. J'avais affaire à des voleurs, qui essayaient activement d'entraîner mon empire dans une inculpation fédérale. La sonnerie stridente de mon téléphone crypté a rompu le silence. C'était David, le directeur des opérations d'Oragrid System. Bonsoir, Allison, a dit David, d'une voix nette et professionnelle.
Je m'excuse pour l'heure tardive. Mais nous venons de recevoir une demande de réunion de priorité absolue, très agressive. Un commissaire local à l'urbanisme nommé Marcus, accompagné de sa femme Vanessa, réclame une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Demain matin à 9 heures. Ils veulent finaliser un partenariat pour un projet appelé Greenhaven. Ils affirment avoir obtenu un soutien fédéral massif, et ils ont besoin de notre signature immédiatement. Dois-je demander au service juridique de jeter leur proposition au broyeur? Je me suis adossé à mon fauteuil ergonomique en cuir, fixant le brevet volet sur le moniteur principal. Un sourire lent et dangereux s'est dessiné sur mon visage. La proie ne faisait pas que marcher vers le piège. Il courait pratiquement vers l'abattoir. Non, David, ai-je répondu, ma voix étant d'un calme glacial. Je veux que tu acceptes le rendez-vous. Déroule-leur le tapis rouge. Amène-les directement à la salle de réunion vitrée de la direction. Au 50e étage. Compris, a dit David, légèrement confus mais ne remettant jamais en question mon jugement. Dois-je préparer la présentation d'introduction standard, pour que vous la dirigiez? Ne mets pas mon nom sur le planning, ai-je ordonné doucement. Je veux que mon identité leur soit totalement dissimulée, jusqu'à la toute dernière minute de la réunion. Laisse-les parler. Laisse-les creuser leur propre tombe. Demain matin, je vais leur apprendre exactement ce qui se passe quand on essaie de voler l'architecte. À 6h30 précise, le lendemain matin, mon téléphone jetable a vibré. C'était Eleanor. Elle exigeait que je les rejoigne dans un café du centre-ville, près du quartier financier. Quand je suis arrivé dans mon costume à $18, il était déjà là, vêtu de tissus italiens sur mesure, et empestant l'eau de Cologne. Coûteuse. Eleanor m'a fourré entre les mains de grands plateaux en carton, transportant 6 lattes brûlants. Ensuite, Marcus a négligemment déposé sa lourde mallette en cuir sur mon épaule, me faisant presque perdre l'équilibre. Tu viens avec nous aujourd'hui, Allison, a dicté Eleanor, en essuyant un grain de poussière imaginaire sur le revers de Marcus. Tu vas porter les sacs, tenir le café, et garder ta bouche complètement fermée. Il est grand temps que tu vois comment les gens qui réussissent vraiment fonctionnent, dans le vrai monde des affaires. Considère cela comme une expérience éducative, un aperçu d'une vie que tu n'atteindras jamais par toi-même. J'ai ajusté la lourde mallette sur mon épaule, laissant les gobelets en carton brûlant me chauffer légèrement les doigts. Oui, mère, ai-je chuchoté, en gardant mes yeux fixés sur le trottoir, jouant à la perfection le rôle de la fille brisée et vaincue. Nous avons marché pendant 2 pâtés de maison jusqu'à l'imposant monolithe d'acier et de verre, qui servait de siège mondial à Aura Grid System. Il dominait la ville, un monument étincelant, aux lignes acérées, dédié à l'empire que j'avais bâti à partir de zéro, au cours de 10 années de travail acharné. Alors que nous approchions des grandes portes tournantes, Marcus a bombé le torse, ignorant complètement le fait qu'il se pavanait directement chez moi. À l'intérieur du grand hall, le plafond voûté s'élevait à 15 mètres de haut. Les sols étaient en marbre noir poli, et des gardes de sécurité lourdement armés se tenaient à chaque point de contrôle. L'échelle même de la richesse exposée était stupéfiante. Vanessa m'a attrapé le coude, ses ongles manucurés s'enfonçant férocement dans ma manche en polyester bon marché. Elle m'a traîné vers un pilier de soutien massif, me poussant dans son ombre. Reste ici, dans ce coin sombre, a sifflé Vanessa, en regardant frénétiquement autour d'elle, comme si ma simple présence risquait d'infecter les milliardaires qui passaient à côté de nous. Ne parla personne. Ne croise pas le regard des réceptionnistes. Si quelqu'un te demande qui tu es, tu dis que tu es une travailleuse temporaire que nous avons embauchée. Par pitié. Je ne laisserai pas ton aura pathétique et miséreuse gâcher le plus beau jour de toute ma vie. J'ai acquiescé docilement, fixant le sol en marbre d'un œil vide.
J'ai regardé en silence tandis qu'elle marchait vers la réception, jetant son nom de manière agressive. La réceptionniste en chef, qui avait été minutieusement briefée par David la veille au soir, a adressé à Vanessa un sourire d'une politesse impeccable, et lui a remis 3 badges de sécurité temporaires. Nous avons immédiatement été escortés au-delà des lignes de sécurité standard, et dirigés vers l'ascenseur exécutif privé à grande vitesse, réservé exclusivement au conseil d'administration. Alors que les portes d'acier se refermaient et que nous montions en flèche vers le 50e étage, l'attention dans le petit espace tapissé de miroirs était palpable. Marcus redressait rapidement sa cravate en soie, sa respiration étant courte et rapide, tandis que Vanessa vérifiait nerveusement son rouge à lèvres dans le reflet, s'exerçant à son sourire faux et charmant. Je me tenais simplement tranquille à l'arrière, tenant leur café tiède, jouant le rôle de la mule invisible sans commettre un seul faux pas. Ils ne remarquaient même pas que je les observais dans le miroir. L'ascenseur a sonné, s'ouvrant sur la suite exécutive caverneuse. Nous avons été conduits par une assistante dans une salle de conférence vitrée, massive et insonorisée, suspendue au-dessus de la ligne d'horizon de la ville. Autour de la table en acajou poli étaient assis 4 de mes plus hauts dirigeants, menés par David, le directeur des opérations. À côté d'eux se tenaient 2 représentants à l'air sévère, aux cheveux argentés, de la commission bancaire fédérale. Le grand fauteuil en cuir au bout de la table, mon siège, restait ostensiblement vide. Je vous en prie, asseyez-vous, a proposé David, son visage étant un modèle de professionnalisme absolu. Il n'a pas jeté un seul regard dans ma direction. J'ai discrètement posé les cafés sur le comptoir latéral, et je me suis retiré sur une petite chaise en bois inconfortable, appuyée contre le mur du fond, mes mains sagement croisées sur mes genoux. Marcus et Vanessa n'ont pas perdu une seule seconde. Pendant les 45 minutes suivantes, ils ont arpenté la pièce, présentant un exposé d'une arrogance écœurante, et agressivement répété. Ils affichaient des diapositives brillantes, en haute définition, du projet Greenhaven, faisant des promesses grandioses de durabilité, d'harmonie écologique, et de revitalisation communautaire. Mais, la partie la plus révoltante de tout ce spectacle était leur recours manipulateur constant au concept des valeurs familiales. Notre projet est bâti sur le fondement d'une éthique familiale indéfectible, a proclamé Marcus à voix haute, en posant une main théâtrale et affectueuse sur l'épaule de Vanessa, mon épouse, qui a développé à elle seule la technologie révolutionnaire de purification de l'eau que vous voyez sur ces plans, est le témoignage de notre boussole morale. Nous croyons en la transparence, en l'honnêteté, et dans la protection de la communauté. C'est exactement pour cela que nous sommes les partenaires idéaux pour une entreprise prestigieuse, et leader du secteur, comme Oragrid. Depuis mon coin sombre, j'ai regardé David feuilleter nonchalamment l'épaisse proposition imprimée. Il s'est arrêté sur la page des mesures environnementales, levant lentement les yeux par-dessus le bord de ses lunettes. C'est une entreprise très ambitieuse, Marcus, a déclaré David, son ton étant dangereusement fluide, et incroyablement poli. Cependant, avant même que nous puissions envisager d'associer la marque irréprochable d'Oragrid à une subvention fédérale d'une telle ampleur, je dois vous poser une question. Standard, mais absolument cruciale. Y a-t-il des risques juridiques cachés associés à ce développement? Y a-t-il des litiges fonciers en cours, des mesures environnementales falsifiées, des rapports sur la toxicité du sol, ou des problèmes de propriété intellectuelle dont nous devrions être informés? La grande pièce est devenue totalement silencieuse pendant une fraction de seconde. J'ai vu un tressautement microscopique, terrifié, dans l'œil gauche de Vanessa. Marcus, quant à lui, n'a pas bronché. Il a posé ses mains à plat sur la table en acajou, se penchant en avant pour regarder David droit dans les yeux. Avec la sincérité glaciale et pratiquée d'un escroc professionnel. Absolument pas, a déclaré Marcus, sa voix résonnant d'une fausse conviction.
Et d'une indignation bien théâtrale. Je jure sur ma vie, et sur la réputation irréprochable de notre nom de famille, que chaque document, chaque étude environnementale, et chaque brevet impliqué dans Greenhaven est entièrement légitime. Il n'y a aucun risque. Nous sommes complètement propres. Je suis ravi de l'entendre, a répondu doucement David, un sourire faible, presque imperceptible, se dessinant sur ses lèvres. Il a fait glisser un épais affidavit de conformité fédérale, juridiquement contraignant, sur la table polie, plaçant un lourd stylo en or juste à côté. Alors, cela ne vous dérangera pas de signer ce document, sous peine de parjure fédérale, certifiant que toutes les affirmations environnementales et de propriété de votre présentation sont entièrement réelles et minutieusement vérifiées. Sans une seule seconde d'hésitation, aveuglé par sa propre cupidité et son arrogance, Marcus a saisi le stylo. Il a signé son nom d'un grand geste théâtral, et Vanessa s'est empressée de se pencher, pour griffonner sa signature juste en dessous de la sienne. Ils ont souri triomphalement aux représentants bancaires, pleinement convaincus d'avoir déjoué le système, et d'avoir manipulé avec succès le conglomérat énergétique le plus puissant du pays. Ils venaient de jurer sous serment fédéral que tout leur réseau de mensonges était l'entière vérité. Le piège était posé. Les mâchoires d'acier s'étaient refermées, et ils venaient joyeusement de me remettre la clé de leur propre destruction. David a soigneusement glissé l'affidavit de conformité fédérale signé dans un dossier en cuir élégant, le mettant en sécurité. Il a levé les yeux, un sourire parfaitement poli, impénétrable, réapparaissant sur son visage. Merci, Marcus. Merci, Vanessa. Le conseil d'administration apprécie sincèrement votre présentation détaillée, a dit doucement David. Marcus a bombé le torse, un sourire d'une autosuffisance écœurante se propageant sur son visage. Alors, quand pouvons-nous espérer que les fonds préliminaires soient virés sur notre compte de holding? David a croisé ses mains proprement sur la table. Malheureusement, un contrat d'une telle envergure, impliquant des subventions fédérales et notre infrastructure d'entreprise principale, dépasse complètement mon autorisation directe. La décision finale repose entièrement sur l'unique fondatrice et présidente du conseil d'administration. Marcus a froncé les sourcils, sa façade arrogante glissant pendant une fraction de seconde. On nous avait dit que nous rencontrerions le principal décideur. Aujourd'hui. C'est le cas, a répondu David avec fluidité. Il a tendu la main, et a appuyé sur un bouton argenté de sa console de contrôle. Instantanément, les immenses baies vitrées allant du sol au plafond, qui entouraient la salle de réunion, se sont teintées d'un noir opaque et profond, plongeant la pièce dans des ombres dramatiques, presque cinématographiques. L'écran géant haute définition, qui dominait le mur d'en face, s'est allumé. Le logo d'Oragrid a tourné gracieusement, avant de se dissoudre en un texte blanc, net, gras, et éblouissant, qui a éclairé les visages totalement confus de ma famille, Allison Washington, directrice générale et fondatrice. Le silence qui a suivi n'était pas seulement calme, c'était un silence de mort. Épais et étouffant. C'était le bruit d'un vide aspirant tout l'oxygène de la pièce. Je me suis levé de ma pauvre petite chaise en bois, dans le coin sombre. J'ai levé les mains, et j'ai lentement déboutonné la veste bon marché en polyester à $18 qui me grattait. Je l'ai laissé glisser de mes épaules, là, laissant tomber en un tas froissé sur le marbre immaculé du sol. J'ai ramassé la lourde mallette en cuir que Marcus m'avait forcé à porter toute la matinée, et je l'ai jetée directement dans la poubelle la plus proche, avec un bruit sourd et assourdissant. J'ai marché délibérément vers le bout de la table en acajou poli. Vanessa a trébuché en arrière, ses talons aiguilles de marque s'accrochant dans la moquette coûteuse. La télécommande de présentation a glissé de ses doigts tremblants, se brisant en morceaux sur le sol. Marcus semblait s'être fait vider de tout son sang de manière violente. Sa peau est devenue d'un blanc translucide et maladif.
Ses yeux étaient exorbités, comme s'il fixait un fantôme. À l'arrière de la pièce, assis dans les fauteuils moelleux des invités d'Ouil, observaient fièrement leur enfant chéri, Éléanore et Richard étaient complètement paralysés. La mâchoire de ma mère était littéralement décrochée. Ses yeux étaient grands ouverts, emplis d'un mélange de confusion catastrophique et d'une terreur pure et sans mélange. Mon père serrait l'accoudoir en cuir si fort que ses articulations en étaient devenues d'un blanc d'os. Il ne parvenait pas à articuler la moindre syllabe cohérente. Je suis arrivé en bout de table, et je me suis installé en douceur dans le grand fauteuil en cuir à haut dossier, le trône qu'il pensait voir occupé par un inconnu qu'il pourrait facilement manipuler. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur le bois poli, fixant directement les yeux paniqués de Marcus. Il n'était plus la sœur brisée. J'étais le super prédateur, et il était volontairement entré dans ma cage. Vous vouliez le principal décideur. Ai-je dit, ma voix résonnant d'une autorité absolue, et sans compromis. Vous l'avez sous les yeux. Vanessa a enfin retrouvé sa voix, un couinement aigu et pathétique qui ressemblait à peine à une parole humaine. C'est une blague. C'est forcément un canular. Tu es opératrice téléphonique. Tu nettoies des appareils électroniques. Je l'ai ignoré complètement. Je ne leur ai pas laissé une seule seconde pour respirer, pour rationaliser, ou pour inventer un autre mensonge. J'ai levé la main, et j'ai claqué des doigts. Sur l'écran géant derrière moi, la diapositive de titre a disparu. Elle a été instantanément remplacée par un écran partagé. À gauche, brillait le rapport environnemental falsifié que Marcus venait de présenter. À droite, se trouvait la véritable étude géologique, hautement confidentielle, que mes serveurs avaient extraite la veille au soir. Passons en revue vos mesures environnementales irréprochables, Marcus, ai-je annoncé froidement, ma voix coupant l'air de la pièce comme un scalpel. Le document de droite est la véritable analyse du ruissellement toxique sur le site de Greenhaven. Le sol est contaminé de manière catastrophique par des métaux lourds. Il est totalement instable. Si vous construisez un complexe hôtelier à cet endroit, il sombrera dans une coulée de boue toxique d'ici 3 ans. Marcus a ouvert la bouche comme un poisson hors de l'eau, mais aucun son ne s'est échappé. J'ai appuyé sur un autre bouton de ma console. L'écran a encore changé, affichant cette fois un réseau complexe de transactions financières, complété par des numéros d'acheminement offshore, et des reçus de virements bancaires surlignés en rouge vif. Et voici le flux majestueux de votre capital prétendument propre, ai-je continué, m'assurant que les représentants bancaires fédéraux aient une vue parfaite. Ce sont des numéros de routage direct, montrant que 350 000 $ ont été systématiquement détournés du budget de l'urbanisme de la ville, vers une société écran enregistrée aux îles Caïmans, sous ton nom de jeune fille. Vanessa. Les 2 agents fédéraux, assis à côté de David, ont immédiatement sorti leur téléphone sécurisé, leur visage se changeant en pierre. Mais attendez, ai-je dit, en m'adossant et en leur adressant un sourire glacial, impitoyable. Nous ne pouvons pas oublier le fondement d'éthique familiale indéfectible, dont vous veniez de parler à mon conseil d'administration. J'ai tapoté mon écran une fois de plus. La pièce a soudain été remplie par l'enregistrement audio haute définition, d'une clarté cristalline, que j'avais capturé devant le bureau privé de Marcus quelques heures plus tôt. La voix hystérique de Vanessa a résonné dans la salle de réunion, s'ils effectuent leur propre audit indépendant, et s'ils découvrent les niveaux de toxicité de la nappe phréatique, nous ne ferons pas que faire faillite. Escroquer un fonds d'investissement public est un crime fédéral. Nous irons tous les 2 en prison fédérale pour 20 ans. Puis, la voix arrogante de Marcus a résonné à travers les haut-parleurs, ils ne regarderont pas de si près. Oragrid est bien trop gigantesque pour micro-gérer un complexe écologique de banlieue. L'enregistrement s'est arrêté.
La réalité dévastatrice de leur situation s'est abattue sur eux comme une voûte de béton. Ils venaient de commettre un parjure fédéral, une fraude, et d'avouer une conspiration criminelle devant les personnes même qu'ils essayaient de voler, tout en remettant les preuves exactes aux régulateurs bancaires fédéraux. Vanessa a commencé à hyperventiler. Des larmes lourdes, incontrôlables, ont coulé le long de son visage méticuleusement maquillé, ruinant ses cosmétiques coûteux. Elle s'est griffé la gorge, incapable de digérer la destruction de son monde parfait. Mais je n'avais pas terminé. J'avais gardé l'exécution personnelle la plus douloureuse pour la fin. Je me suis levé, j'ai pris un dossier physique rouge et épais sur mon bureau, et je l'ai écrasé sur la table. En acajou. Le son a claqué comme un coup de fouet, faisant sursauter violemment mes parents. Ceci, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure dangereux, mortel, est le code source original de l'algorithme d'analyse des eaux souterraines que vous prétendiez être l'invention de Vanessa. J'ai ouvert le dossier, en sortant l'horodatage authentifié numériquement d'il y a 10 ans, établissant ainsi de manière incontestable ma propriété intellectuelle indéniable. Ensuite, j'ai sorti les documents notariés qu'ils avaient soumis pour le brevet. Je les ai jetés sur la table, les laissant glisser directement sur les genoux de mon père. Vous pensiez que j'avais oublié le disque dur que j'avais laissé au grenier. Ai-je dit, fixant directement Richard et Eleanor, les regardant se recroqueviller dans le néant face à mon pouvoir absolu. Vous deux, vous êtes assis dans un bureau de notaire, et vous avez forgé des documents légaux. Vous avez aidé Marcus à voler ma thèse universitaire. Vous avez effacé mon nom de ma propre propriété intellectuelle, vous y avez collé le nom de Vanessa, et vous l'avez présenté partout comme un génie. Vous avez activement dépouillé votre propre fille, pour financer votre vanité. Chaque mensonge qu'ils avaient proféré était maintenant mis à nu, exposé sous les lumières fluorescentes crues, devant les plus hautes autorités de l'entreprise, et les forces de l'ordre fédéral. Ils étaient entièrement, totalement détruits. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'ils avaient eux-mêmes orchestré leur propre exécution. L'un des hauts représentants de la Banque fédérale s'est lentement levé de la table en acajou, sortant un appareil de communication sécurisé de sa poche de poitrine. Il n'a même pas regardé la loque humaine qui tremblait devant lui. Avec effet immédiat, tous les capitaux, actifs, et comptes de holding associés à l'initiative Greenhaven sont officiellement gelés, sous le coup d'une suspicion de fraude fédérale grave, a déclaré l'agent, sa voix étant dénuée de toute émotion. Avant même que Marcus ne puisse formuler une pathétique demande de grâce, les lourdes portes en chaîne de la salle de conférence ont été violemment poussées. 4 agents lourdement armés de la Division fédérale des crimes financiers ont fait irruption dans la pièce. J'avais discrètement transmis le dossier complet de preuves à leur unité de cybercriminalité, à 4 heures du matin pile. L'inspecteur principal s'est dirigé droit sur Marcus, l'attrapant par l'épaule pour le faire pivoter de force. Le clic froid et sec des menottes d'acier résonnant dans la salle de conférence silencieuse, a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Marcus a été formellement placé en état d'arrestation pour corruption systémique, pot de vin, et détournement d'un fonds d'investissement public. La vue des menottes d'acier a complètement brisé le peu de santé mentale qui restait à Vanessa. Elle a poussé un cri strident, hystérique, mais elle n'a pas couru consoler son mari. Au lieu de cela, elle s'est retournée, et s'est jetée vicieusement sur nos parents. Ses ongles manucurés se sont enfoncés sauvagement dans le chemisier en soie coûteux d'Eleanor alors qu'elle hurlait, son visage étant défiguré par une rage pure et sans partage. « C'est de votre faute !» a hurlé Vanessa, en secouant violemment notre mère. « C'est toi qui m'as dit de voler le brevet. Tu disais qu'elle n'était qu'une stupide opératrice téléphonique, qui ne s'en rendrait jamais compte. Vous avez ruiné ma vie. » La façade parfaitement soignée de leur famille aimante, et moralement supérieure, s'est complètement effondrée sur le tapis de l'entreprise, ce
détériorant en une bagarre féroce, presque sauvage, alors qu'ils tentaient désespérément de se détruire mutuellement pour se sauver eux-mêmes. Richard et Eleanor se sont effondrés à genoux. L'arrogance qui avait défini leur existence entière avait complètement disparu, remplacée par un désespoir brut et humiliant. Des larmes ont coulé sur le visage profondément ridé de mon père. « Allison, s'il te plaît » a supplié Richard, sa voix se brisant pitoyablement. Alors qu'il tendait ses mains tremblantes vers moi. « Nous sommes tes parents. Tu es notre propre sang. S'il te plaît, tu dois nous accorder ta clémence. » J'ai baissé les yeux vers ces pathétiques créatures, qui rampaient à mes pieds. J'ai plongé la main dans ma poche, j'en ai sorti le contrat froissé. Profondément insultant, d'assistante de sous-sol qu'ils avaient essayé de m'imposer 2 nuits plus tôt, et je les laissais tomber sur le sol, juste devant leurs genoux. Les gens qui ont les mains vides n'ont pas le droit de négocier. Ai-je dit froidement. Je leur ai tourné le dos, et j'ai regardé mon directeur des opérations. David, le contrat de Greenhaven est définitivement résilié. Cependant, je veux que tu établisses immédiatement un fonds de fiducie d'entreprise spéciale. Retrouve chaque ouvrier de construction, chaque entrepreneur, et chaque travailleur innocent qui a été embauché pour ce chantier. Je veux que tout leur salaire en attente soit payé en totalité, directement depuis mes comptes personnels. Ils ne souffriront pas de la faim à cause de ces criminels. David a acquiescé respectueusement. Les officiers de police ont traîné sans ménagement Marcus, Vanessa, et mes parents en l'armoire de la salle de réunion. Leurs cris frénétiques se sont estompés le long du grand couloir. Jusqu'à ce que les lourdes portes se referment dans un déclic, laissant place à une paix absolue. 1 heure plus tard, je me tenais seul, près de la baie vitrée panoramique du 50e étage, faisant doucement tourner un verre de vin rouge millésimé. Très bas, les gyrophares microscopiques, bleus et rouges, des voitures de police s'éloignaient lentement de l'esplanade, emportant à jamais le poids toxique de mon passé. J'ai pris une gorgée lente, profonde, de ce vin. Il avait le goût de la liberté absolue. En souriant, je me suis détourné de la vitre, et je suis retourné d'un pas confiant vers mon bureau, prêt à continuer de diriger mon empire de 2,7 milliards de dollars, vers un avenir brillant, et sans limite. Merci infiniment, du fond du cœur, d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. J'adorerais savoir, depuis quel endroit dans le monde nous écoutez-vous en ce moment? S'il vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié le voyage d'aujourd'hui, et si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à rejoindre la communauté Patreon de Maya Revenge Stories. Là-bas, vous pourrez écouter les meilleures histoires vraies, exclusives et hautement détaillées, que nous ne pouvons tout simplement pas publier sur YouTube. Vous pouvez facilement nous rejoindre en scannant le code QR Patreon actuellement à l'écran, ou en cliquant sur le lien direct fourni dans la description de la vidéo, et dans le commentaire épinglé. Merci encore, et passez une excellente journée.